Implémenter le repository pattern dans un projet ASP.NET Core existant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un projet ASP.NET Core et de vous dire, mais pourquoi mon code d'accès aux données est éparpillé partout? Pourquoi chaque contrôleur parle directement au DB contexte? Ça sent un peu le code spaghetti, non? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre de l'ordre dans votre projet sans tout casser en implémentant le repository pattern. Salut, je suis Marc, développeur.NET. On va voir ensemble pourquoi ce pattern est incontournable, comment l'ajouter concrètement étape par étape, un exemple clair inspiré de la documentation de Microsoft et surtout comment ce pattern va rendre votre code plus propre, plus testable, plus lisible. Avant d'aller plus loin, pensez à liker la vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'est parti, on plonge dans le code. Pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser le repository pattern? Prenons cet exemple. Imaginons notre base de données comme une bibliothèque. Si on autorise tout le monde à rentrer dans la bibliothèque, aller chercher un livre, aller modifier un livre, aller supprimer ou aller altérer un livre, ce sera le chaos. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec notre contrôleur actuel. Notre contrôleur actuel parle directement avec la base de données et a accès à toutes les ressources de la base de données, ce qui n'est pas intéressant. Le repository pattern, c'est un peu comme le bibliothécaire qui centralise tous les échanges. On passe par lui pour emprunter, rendre et ajouter un livre à la bibliothèque, c'est-à-dire à la base de données. Donc ici, toutes nos ressources vont passer par le repository avant d'accéder à la base de données. Quels sont les avantages majeurs qu'on tire à travers le repository pattern? Le premier avantage, c'est la séparation des responsabilités. La logique d'accès aux données est isolée du reste de l'application. Deuxième avantage, c'est la testabilité. On peut facilement remplacer le repository par un mock pour faire les tests unitaires. Et ensuite, l'évolutivité. Si demain on change de base de données ou on passe par Entity Framework ou Dapper, le reste du code ne change quasiment pas. On modifie juste la partie qui communique avec la base de données. Analysons ce code existant. J'ai un contrôleur qui me permet de manipuler des produits. Voici mon modèle. J'ai un identifiant, le nom du produit, la description, le prix et le stock. Dans mon contrôleur, j'ai mes méthodes qui me permettent de récupérer la liste des produits, de récupérer un produit, de vérifier s'il y a des produits en stock, de créer un produit, de modifier un produit et ensuite de supprimer un produit. Mais ce qu'on constate, c'est que directement dans mon contrôleur, j'ai accès au DB context qui me permet de manipuler les objets de la base de données. Ce qui n'est pas intéressant pour moi. Je ne veux pas que mon contrôleur ait accès direct à ma base de données pour pouvoir avoir de la flexibilité. Ce qui va se passer, on va commencer par définir ce qu'un repository doit savoir faire pour une entité précise. C'est comme écrire la fiche de poste d'un bibliothécaire adaptée uniquement au livre. Mais ici, on a affaire au produit. Première des choses à faire, je vais créer un nouveau dossier, ajouter dossier, que je vais appeler repositories. Et dans ce dossier, je vais ajouter une interface. Je vais ajouter une interface que je vais appeler iProductRepository. Je fais ajouter. L'interface, elle est publique, je la laisse comme ça. Et à l'intérieur de cette interface, je vais définir les différentes méthodes que j'aimerais utiliser ou que j'aimerais appeler. Généralement, on a le CRUD, la méthode de create, read, update and delete. La première méthode que je vais créer ici, ce sera la méthode getAll. Je vais appeler task parce que c'est une méthode qui sera asynchrone. Enumerable de produit. Product. Je suis censé l'avoir. Il est là. Product. Il importe la référence. Et je vais appeler cette méthode getAll product. Comme ça, et j'ouvre les parenthèses, je ferme, je mets un point virgule. Voici la première méthode que je définis dans mon interface iProductRepository. La seconde méthode, c'est de récupérer un produit. Task, j'utilise les chevrons, ouvrante, product, comme ça, get product by ID, j'ai l'intelligence de Visual Studio.
fais tabulation. Mais ici, je lui mets un point d'interrogation. Il se peut que mon produit ou que le résultat soit nul. Donc, je le laisse comme ça. Ensuite, j'ajoute une nouvelle méthode que je vais appeler add async. YNC, comme ça. Il prend un paramètre, un produit. Ensuite, ce sera la méthode update. J'ai l'intelligence, je fais tabulation. Je fais entrer la méthode delete. J'ai l'intelligence toujours, je fais tabulation. Et la dernière méthode que je vais utiliser, ça va être task save changes async. Qui permettra de faire la sauvegarde et de persister les données dans la base de données. Alors, pourquoi est-ce que je crée une interface en premier? Je crée une interface pour définir un contrat clair et faciliter les tests sans me préoccuper de l'implémentation. Deuxième étape, c'est de créer maintenant une classe qui implémente cette interface. Dans mon dossier repositories, je vais ajouter un nouvel élément. Le raccourci que j'utilise pour ajouter un nouvel élément, je clique sur le dossier, je fais CTRL-SHIFT-A sur mon clavier et je sélectionne l'élément que je vais ajouter. On peut avoir la vue compacte comme ça. Avant, j'ai créé iProductRepository. Actuellement, je vais créer Product Repository qui est la classe qui va implémenter iProductRepository. Je vais ajouter. Ensuite, je fais deux points iProductRepository et je clique sur cette petite ampoule et je fais implémenter tous les membres ou implémenter l'interface. Je fais implémenter l'interface et j'ai directement les différentes méthodes qui ont été définies ici qui sont implémentées à ce niveau. La première des choses que je vais faire, c'est d'injecter le DB context. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre le repository au milieu du contrôleur et de la base de données. Donc, le contrôleur fait sa demande directement au repository. Le repository traite et renvoie la réponse. Mais le repository traite avec la base de données. Donc, je définis une variable private ici, read-only. Mon DB context est dans le dossier data, c'est appdb context. Donc, appdb espace contrôle espace. Et je vais l'appeler contexte avec underscore contexte comme ceci. Ensuite, je clique ici sur le nom de ma variable, j'ai tout cette ampoule et je crée un constructeur. Générer un constructeur avec cette variable. Donc, j'ai un constructeur de ma classe qui injecte directement une instance de mon DB context dans ma classe. Alors, commençons par modifier une à une nos méthodes. Mais pour savoir si elles fonctionnent ou pas, je sauvegarde et je recompile mon projet. Normalement, on ne devrait pas avoir d'erreur parce que jusque-là, on a encore, voilà. Tous mes projets ont bien compilé. Alors, la première méthode que je vais modifier, c'est le getAll. Je retourne dans mon contrôleur. J'ai la possibilité de les afficher côte à côte. Je vais faire ça. J'ai mon repository et maintenant mon contrôleur. Dans la méthode getAll, qu'est-ce qui se passe? J'ai cette instruction-là, await context. On appelle directement la classe product qui représente ici la table directement dans la base de données et toList async pour lister tout ce qui est dans la table. Je copie cette partie et dans le getAll, je cherche le getAll, getAll produit, je fais return await context product toList. Pourquoi c'est souligné en rouge? Parce que c'est une méthode asynchrone. Donc je fais du async ici. Je viens de déplacer cette instruction qui me permet de récupérer la liste de mes produits depuis ma base de données
vers mon repository. Ensuite, la prochaine méthode dans le repository que je vais modifier, c'est le getProductById. Alors, passons à la deuxième méthode, la méthode getProductById. Je vais écrire cette méthode en utilisant le return context.product.find async. Et je lui mets l'ID qui est passé en paramètre. Ici, ça va être du async et du await. Donc lui, il part chercher le produit qui correspond à cet identifiant et il le retourne directement. Dans ma liste, ma prochaine méthode que je vais modifier, ça va être le create. D'accord. Dans le create, elle correspondra ici au add async qui ajoute un enregistrement directement dans la base de données. Je copie cette partie et je mets return et sync. Je n'ai pas besoin du return ici, j'utilise juste await juste pour l'ajout et c'est tout simplement. Pour la méthode update, context.product.update product ici, ça va être du async. Await update. Pour le save changes, ça va être await context.save changes async pour persister toutes les données qui ont été modifiées. Il reste une dernière, c'est le delete. Le delete, je copie cette partie que je remets ici. Ça va être du async. Ensuite, je fais du await. Non, await. Dans mon delete, je vais préférer lui passer un objet que de lui passer l'ID. Je vais plutôt lui mettre product ici pour me faciliter la tâche. On peut toujours garder l'ID, mais le comportement risque de changer et je n'ai pas envie d'utiliser ce comportement. À ce niveau, je vais le garder comme ça. Donc je le garde comme ça simplement et je l'enregistre. Alors, on vient de terminer la création de notre repository. Et à la place du dbContext dans le contrôleur ici, on va préférer injecter le repository. Donc, je vais faire du private read-only iProduct repository underscore. Je vais plutôt le prendre comme ça et mettre l'underscore au début. Point virgule et je l'injecte. Je n'aurai plus besoin du dbContext. Je vais le mettre en commentaire. Je garde cette partie, même si je n'en ai pas besoin. Je vais ajouter ce paramètre au constructeur. Donc, j'ai le iProduct repository qui a été injecté. Et on commence par la méthode getAll. Ce que je vais faire pour qu'on n'ait pas trop d'erreurs, je vais vider ou mettre en commentaire toute cette partie et les décommenter au fur et à mesure. Je regarde. Donc, je ne suis plus censé avoir des erreurs ici. Je vais plutôt avoir du product repository et j'enlève le product ici. Et ça va me faire du getAll product. Donc, au lieu de passer par le dbContext, je passe par l'interface qui est le contrat pour obtenir la liste de mes produits en passant par le repository. Donc, quand une requête va arriver par le contrôleur, au lieu de pointer sur le dbContext, je pointe sur le repository. Voyons si mon programme fonctionne toujours. Je l'exécute.
Je patiente qu'il s'ouvre. Il s'est ouvert ailleurs, donc je le ramène, je fais try out et je fais exécuter. Alors, j'ai une erreur ici qui me dit unable to resolve service for I product repository. File attempt to activate. Quand il essaie d'utiliser le contrôleur, il n'arrive pas à avoir accès à iProduct Repository. C'est normal parce que lorsqu'on a créé notre interface, nous n'avons pas injecté l'interface au démarrage de l'application. Pour ce faire, on va dans le fichier programme. Je vais le retrouver, explorateur de solutions, programme.cs. Et dans le fichier programme.cs, dans mon fichier programme.cs, juste avant le build de l'application, je fais builder.service.add scope. J'ouvre le chevron, j'appelle le iProduct Repository. Product Repository, je sauvegarde et je relance mon application. Je patiente que le navigateur se lance, que Swagger s'ouvre. Je réessaie. Et là, j'ai ma liste de produits. Pour prouver que maintenant, mon code passe par mon repository et non par le DB context directement, on va débugger ce résultat en retournant dans Visual Studio. Je vais mettre un point d'arrêt. Je vais mettre un point d'arrêt dans mon contrôleur, ici à la ligne 26, et je relance mon test. Je vais exécuter, je tombe ici. Je vais plutôt aller dans mon repository et pointer ici, et je fais continuer. Je vois que je suis bien arrivé dans mon repository. Donc, on ne passe plus directement par le DB context pour avoir accès aux données, mais on passe par l'intermédiaire du repository qui contrôle l'accès à la base de données. Je fais continuer. Je retire mes points d'arrêt. Je renvoie mes fichiers à un seul endroit pour que ce soit plus facile à gérer. Excellent. Je décommande cette partie et je le change aussi. Au lieu d'avoir du DB context ici, j'aurai du product repository et ça va être get product by ID, simplement. C'est la seule chose que je change. J'enregistre et je clique sur le rechargement à chaud. Je vais chercher mon navigateur et j'ai ma deuxième méthode qui est là. Je fais try out. Je mets un ID de produit. Le premier produit, il s'affiche correctement. On continue. Je laisse cette partie. C'est une méthode spécifique. Elle ne m'intéresse pas pour le moment. Pour le create, je décommande. Donc, j'ai pesé sur le mauvais bouton. Je décommande. Et à ce niveau, je fais product repository, add, sync. Et ici, j'appelle le repository 2 fois parce que après avoir ajouté mon nouvel enregistrement, il faut que je le persiste. Je pouvais mettre cette méthode directement dans le add, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai scindé en deux. Je sauvegarde, je fais un rechargement à chaud. Et j'ai ma troisième méthode qui apparaît. Je n'ai pas besoin de... Je pense que je devais avoir des exemples que j'ai préparés. Je vais juste les retrouver. Voici quelques exemples que j'ai sous la main. Je copie cette partie. Et je les colle ici. Je n'ai pas besoin de fournir l'identifiant. Je fais exécuter. Donc, mon nouveau produit s'est ajouté, souris ergonomique. Je fais un get all, write out, get all.
je vais chercher le 5, souris ergonomique est bien inscrit dans ma base de données. Je décommente la modification. Alors ici, il récupère d'abord un produit par l'identifiant qui a été fourni. Donc, je fais du product repository get product by ID. S'il ne trouve pas, il renvoie un autre fond, mais s'il trouve, il continue. Donc, ce qui va se passer ici, avant le save changes, je vais appeler le product repository.update et lui passer l'objet qui a été modifié. Point virgule. Wait. J'ai besoin de mettre await. À la fin, je rappelle mon repository pour faire un save changes. Vu qu'avant on manipulait le contexte, on faisait juste une modification de l'objet en cours et on persistait directement. Mais ici, je ne manipule plus le contexte. Je suis obligé de passer par mon repository pour pouvoir modifier mes données. Je sauvegarde. Je pèse sur le rechargement à chaud et je retourne chercher ma page de navigateur. Alors, si je retourne prendre mon dernier exemple, il est là. Je le copie. C'était le 5. Je vais try it out. Je mets le 5 ici. Et ici, ça va être le 5. Donc, je vais changer ceci en souris classique. Une souris classique. Et je fais enregistrer. On voit que ma méthode a fonctionné. Je vais dans Getall, je fais Getall et je cherche le 5e enregistrement. J'ai maintenant souris classique à la place de souris ergonomique. Donc, je viens de modifier la méthode update aussi. La dernière méthode à modifier, ce sera le delete. Je décommente. À la place du find, je fais plutôt product repository get by ID, comme ça. Et ici, je fais plutôt du await product repository.delete. Je fais un save changes pour persister ma suppression. Je sauvegarde. Je pèse sur le bouton de rechargement à chaud. Je vais supprimer le dernier que j'ai enregistré, c'est le 5. Je vais supprimer. Le produit souris classique est supprimé avec succès. Je retourne faire un get all. Je cherche le 5. Je vois que je n'ai plus le 5 dans ma liste. Donc là, on vient de modifier le contrôleur qui communiquait directement avec le DB context. Et maintenant, il communique avec le repository. Si je retourne dans mon code, je vois ici que j'ai défini les différentes méthodes dans mon interface iProduct Repository. Et j'ai implémenté ces différentes méthodes dans la classe Product Repository. Mais il est possible aussi d'avoir des méthodes personnalisées parce que ça, ce sont des méthodes classiques qu'on voit dans les ressources classiques qui sont utilisées dans les contrôleurs. Maintenant, je vais créer une méthode personnalisée. À l'intérieur ici, je crée une nouvelle ligne dans mon interface qui va être task enumerable de product. Et je vais l'appeler getInStockAsync. C'est la dernière méthode qui reste qu'on n'avait pas implémentée. Je retourne dans mon contrôleur. Il y a une dernière méthode ici qui permet d'avoir les ressources, les différents produits qui sont en stock, dont le stock est supérieur à 0. Alors, je retourne dans
mon interface, je viens de créer le contrat. Il faut maintenant que j'aille implémenter ce nouveau contrat. Alors, je fais public, async, task. Je peux copier toute cette ligne que je colle ici et j'ouvre mes accolades. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on retourne dans le contrôleur, on appelle le DB context. On appelle le DB context pour aller récupérer la liste des produits qui sont en stock. Je copie cette partie et je fais un return. Ceci. Ensuite, je décommente cette partie. Et à la place, j'appelle directement mon repository en cherchant la méthode getInStock. L'avantage, c'est quoi? Si cette méthode évolue et que je l'ai utilisée à 3, 4, 5 endroits dans mon code, je n'ai pas besoin de parcourir tous les fichiers, tous ces fichiers pour aller modifier ces méthodes, cette méthode-là. Il suffit juste de rentrer dans le repository et je fais clic droit ici, accéder à l'implémentation et de modifier l'implémentation de cette méthode et elle impactera tous les fichiers où cette méthode est appelée. Je fais un rechargement à chaud. OK, modifier. J'enregistre. Je relance totalement vu que j'ai ajouté une nouvelle méthode. Je patiente. Excellent. J'ai ma nouvelle méthode qui est là. Product in stock. Je fais try it out. Je fais get. Et j'ai tous les produits qui sont en stock. Supposons que pour ce produit, le 4, je ne veux pas l'avoir en stock. C'est ce que je fais. Je vais modifier le stock. Ce n'est pas ce qui est conventionnel, mais à titre d'exemple, je me mets à 0, un update. Oui, l'identifiant ne correspond pas. Normal. OK, je n'ai plus de stock. Je reviens ici, je réexécute. Je vois que le 4e produit ne s'est pas affiché. Alors, ma question pour vous, est-ce que vous voyez la différence? Je ne communique plus avec le DB context. Ça veut dire que mon contrôleur n'a plus directement accès à mon DB context. On ne touche plus au DB context ni aux requêtes SQL directement dans le contrôleur, mais toute cette logique a été déplacée dans le repository pour rendre le code plus propre et plus lisible. Si je prends mon exemple du create, on voit que j'ajoute mon produit à une méthode et j'appelle une méthode SaveChanges pour l'enregistrer. Comme je l'ai dit, c'est sciemment que j'ai laissé cette méthode en dehors. Je pouvais l'intégrer directement dans la méthode qui fait l'ajout pour être sauvegardé automatiquement. Et ici, j'aurai juste une seule méthode. Alors, quelques conseils pratiques pour éviter de commettre des erreurs. Il faut éviter d'ajouter de la logique métier complexe dans les repositories. Les repositories doivent être fins. Juste pour accéder aux données, récupérer les données et renvoyer les résultats. Pour les opérations transactionnelles, on combine souvent le repository avec le unit of work, ce qui n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Si votre application est une petite application, une application simple, pas besoin de complexifier, de vouloir abstraire la logique d'accès aux données dans un repository comme on l'a fait ici. Mais lorsque le projet commence par grossir, on commence par avoir 5 voire une dizaine de contrôleurs, privilégier l'extraction et l'abstraction de l'accès aux données dans des repositories. Cela facilite aussi les tests unitaires. On pourra profiter pour moquer directement les interfaces pour pouvoir faire nos tests unitaires. Voilà. Vous avez toutes les clés pour structurer proprement l'accès aux données de vos projets ASP.NET Core, même sur un projet existant. N'hésitez pas à reprendre ce pattern, à l'adapter, à tester et à partager vos retours et vos questions en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, mettez un gros pouce bleu et partagez-la à vos collègues développeurs. Pour plus de ressources,
Retrouvez tous les liens en description de cette vidéo. Continuez à coder avec passion, prenez soin de votre code et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!